sur. Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, qui a créé l'univers et tous les êtres qui l'habitent, et envers qui nous sommes tous frères, et qui nous a envoyé aussi des bons esprits pour nous assister, des guides spirituels, d'autres missionnaires comme Jésus et tous ces missionnaires qui sont venus apporter des connaissances et des révélations sur les lois qui gouvernent le monde spirituel, notamment les lois morales, et qui nous aident aussi au quotidien pour réaliser les missions auxquelles nous nous sommes engagés avant notre réincarnation, qui nous aident aussi dans notre travail de réforme morale, qui nous aident dans l'apprentissage. Et c'est aujourd'hui que nous avons donc une occasion d'étudier une leçon donc supplémentaire sur les phénomènes de l'émancipation de l'âme, que nous puissions bien comprendre ces informations, ces leçons, et les mettre en pratique le jour où elles se présenteront. Et que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. J'ai laissé la fenêtre ouverte, il y a des petits oiseaux qui chantent, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Au contraire. Alors, on va y aller. Je vais remettre le programme. Vous voyez tous mon écran? Oui, normalement. Hein. Donc, on en est toujours au module 7. Hein. Donc, c'est l'avant-dernière, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier cours avant la pause de l'été. Donc, sur le module 7, phénomène de l'émancipation de l'âme, on avait vu le sommeil et les rêves la semaine dernière. Là, on va voir les phénomènes de léthargie et de catalepsie. Et donc, la semaine prochaine, on va voir somnambulisme, extase et seconde vue. Voilà. Si vous voulez voir, alors le programme s'arrête ici, hein, j'en ferai un autre pour la rentrée. Et si vous voulez voir, voilà, donc ça termine le module 7, hein, ces 3 leçons. Après, on passera donc à la rentrée au module 8, qui va parler donc de l'évolution de la pensée religieuse, donc les bases religieuses de l'humanité, le polythéisme, Moïse, le décalogue, Jésus et l'évangile, la révélation spirite et le spiritisme, ce fameux consolateur promis, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et puis le dernier module, le 9, donc, qui sera donc là plutôt en octobre, portera sur le mouvement spirit et l'unification, donc des conseils pour l'organisation du mouvement spirit. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et incompris, parce que pour l'instant, le mouvement spirit, il n'en est pas encore vraiment là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir somnambulisme, léthargie et catalepsie. Alors, léthargie et catalepsie, c'est des mots qu'on utilisait, que Kardec a utilisés, donc qui étaient connus dans le domaine, hein, de la médecine et de la psychiatrie à l'époque, qui sont un peu moins connus aujourd'hui. Hein, on n'utilise plus vraiment ces mots-là. Mais on va essayer de comprendre ce que c'est, au moins dans ce contexte-là. Voilà. Donc, pour les notions de base, donc c'est toujours Kardec qui, dans la Genèse, nous dit, nous fait justement comparer donc, la matière inerte, hein, elle est insensible. C'est-à-dire, dans une pierre, la matière inerte, c'est typiquement une pierre, c'est de l'eau, c'est voilà, hein, tout ce qui n'est pas vivant, hein, il n'y a pas de sensibilité. Le fluide péresprital l'est également, mais il transmet la sensation au centre sensitif qui est l'esprit. Alors, là, ça complique un petit peu. Le fluide péresprital, qu'est-ce que ça peut être? C'est en fait
la semi-matière, hein, qui constitue le père-esprit. Donc, c'est aussi une forme de matière, hein, voilà, qui est, d'après ce qu'il dit, inerte et insensible, par contre, qui est un transmetteur, hein, donc de la sensation au centre sensitif, qui est l'esprit. Les sensations qu'on a au cours physique, si on se brûle, par exemple, hein, donc il y a comment dire, les lésions qui se font à l'endroit où se brûle, les terminaux nerveux renvoient ça au cerveau, et du cerveau, ça va à l'esprit, et l'esprit, il a la sensation d'être brûlé, et en retour, donc, il va commander le réflexe d'enlever la main. Vous voyez, et donc, la transmission du corps vers l'esprit et de l'esprit vers le corps passe chaque fois par l'intermédiaire du père-esprit. Alors, donc, ben voilà, les lésions douloureuses du corps se répercutent donc dans l'esprit comme un choc électrique par l'intermédiaire du fluide péresprital, dont les nerfs paraissent être les fils conducteurs. Alors la phrase, elle est un petit peu ambiguë. Il faudrait d'ailleurs que je regarde si dans la Genèse, avant la révision, c'est écrit pareil. Parce que bon, est-ce qu'il y a des nerfs dans le fluide péresprital? Probablement pas. Hein. C'est quand il parle de nerfs ici, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, quand on se brûle, c'est les terminaux nerveux qui se transmettent par les nerfs jusqu'au cerveau, et ensuite ça va au père-esprit, puis à l'esprit. Donc les nerfs, hein, quand il dit don, sont plutôt dans le corps physique que dans le fluide péresprital proprement dit, dans le père-esprit. Après, cette interruption peut avoir lieu par la séparation d'un membre ou de la section d'un nerf, mais aussi partiellement ou d'une manière générale et sans aucune lésion dans les moments d'émancipation, de grande surexcitation ou préoccupation de l'esprit. Donc, cette liaison nerveuse, donc, elle peut être interrompue, donc soit par une blessure, hein, quand on coupe un nerf, ben là, et puis d'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas, enfin, il y a différents types de pathologies ou donc de blessures qui font que les personnes ne sentent pas le froid ou le chaud ou la douleur. Hein. Et ça, en fait, d'un côté, on se dit, ben, c'est super parce que ces personnes-là n'ont jamais de douleur, mais d'un autre côté, ben, la douleur, c'est justement le signal d'alarme, hein, qui nous fait enlever le doigt. Donc, une personne qui n'a pas de douleur, qui ne sent pas le chaud ou le froid, elle pourra se brûler beaucoup plus facilement, beaucoup plus profondément, beaucoup plus gravement que la personne qui sent les douleurs et qui l'enlève. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kardec, ici, il fait le parallèle en disant que cette interruption donc, du courant nerveux, elle peut aussi avoir lieu dans d'autres cas, hein, que les blessures, comme on vient de parler. Et donc, ce sont dans des moments d'émancipation, de grande surexcitation ou de préoccupation de l'esprit. Voilà. Et donc là, on va arriver justement à ces phénomènes de léthargie et de catalepsie. Dans cet état, l'esprit, ne songe plus au corps, et dans sa fiévreuse activité, il attire, pour ainsi dire, à lui le fluide péresprital qui, se retirant de la surface, y produit une insensibilité momentanée. Donc, vous voyez comment Kardec explique ce phénomène donc d'absence de sensibilité. C'est-à-dire que dans l'état de léthargie ou de catalepsie, l'esprit, quelque part, ben, il prend de l'émancipation de l'âme, hein, comme on l'a vu dans le sommeil et les rêves. Donc, il prend de la liberté par rapport au corps. Et pendant cet état de liberté de l'esprit par rapport au corps, ben, justement, là aussi, les sensations ne se transmettent plus. Hein. Les sensations ne se transmettent plus du corps physique vers le père-esprit et l'esprit, et non plus en retour de l'esprit vers le corps physique. D'accord ? Voilà, donc il y a une insensibilisation momentanée. Donc c'est par exemple, vous avez une personne qui est en léthargie ou en catalepsie, vous pouvez la piquer avec une aiguille, elle ne réagira pas. Elle ne sentira pas du tout la douleur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les magnétiseurs, ils vérifient si la personne, elle est vraiment, comment dire, ou le somnambule, hein, s'il est vraiment dans l'état somnambulique ou pas. Hein, c'est de voir s'il y a encore cette sensibilité ou pas.
Kardec continue après en disant « On pourrait encore admettre qu'en certaines circonstances, il se produit dans le fluide péresprital même une modification moléculaire qui lui ôte temporairement la propriété de transmission. » Donc, vous voyez, comme il analysait les choses, hein, il observait le phénomène, tiens, il est insensible, pourquoi? Donc, hypothèse numéro 1, ben, le père-esprit se retire. Hypothèse numéro 2, ben, dans le père-esprit, donc, alors, là, il dit moléculaire. Alors, le mot molécule, aujourd'hui, on le connaît, hein, c'est une molécule d'hydrogène, une molécule d'eau, une molécule d'air, enfin d'air, d'oxygène, d'azote ou de... Hein. Donc, c'est donc le molécule, en fait, c'est un assemblage d'atomes qui donne certaines propriétés. Donc, la molécule d'eau, typiquement, c'est H2O. Là, c'est donc 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène qui forment la molécule d'eau, donc qui existe à l'état liquide, vapeur, glace, comme on la connaît. Hein. C'est donc le fait qu'il y ait cet assemblage particulier d'atomes, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, qui fait la molécule d'eau avec ses propriétés caractéristiques. Hein. Là, il parle de la modification moléculaire du père-esprit. Alors, est-ce qu'il y a des molécules dans le père-esprit? Ben, certainement pas avec de la même constitution que les molécules matérielles, hein, avec des atomes d'oxygène et d'hydrogène dans le cas de l'eau, mais on peut supposer que dans le père-esprit aussi, il y a des assemblages de différents semi-matériaux, hein, du père-esprit qui font que, donc, tout comme au niveau de la matière, ben, quand on rajoute une molécule, un atome à une molécule existante, on en change les propriétés. Ben, il fait le parallèle en disant que au niveau du père-esprit, donc de la semi-matière, en dehors de l'espace-temps, encore une fois, on peut aussi avoir des modifications qui font que, ben, au lieu de l'hypothèse de dire que le père-esprit s'est détaché du corps, enfin, a pris ses distances par rapport au corps, l'hypothèse, c'est de dire qu'il y a eu une transformation au niveau de la constitution moléculaire, entre guillemets, du père-esprit, qui fait qu'il ne transmet plus justement les sensations dans un sens et dans l'autre. D'accord? Alors, il continue avec un exemple. Il dit « C'est ainsi que, souvent dans l'ardeur du combat, un militaire ne s'aperçoit pas qu'il est blessé. » Hein, ça, c'est... il y a plusieurs témoignages sur ce sujet. Hein. Donc, les militaires qui sont vraiment dans le feu de l'action, hop, ils prennent une balle dans la cuisse ou quelque chose comme ça, mais ils ne sentent pas, quoi. Ils continuent dans le feu de l'action sans se rendre compte voilà, qu'ils ont été blessés quelque part. Qu'une personne dont l'attention est concentrée sur un travail n'entend pas le bruit qui se fait autour d'elle. Là, déjà, il faut avoir une faculté de concentration très, très forte hein, pour en arriver là, mais bon, ça existe. C'est un effet analogue, mais plus prononcé, qui a lieu dans la léthargie et la catalepsie. Donc, voilà comment Kardec explique la léthargie et la catalepsie. Il continue aussi dans le livre des esprits en nous disant « La léthargie et la catalepsie ont le même principe qui est la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement. Elles diffèrent en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale et donne au corps toutes les apparences de la mort. Donc, dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle, la catalepsie est quelquefois spontanée. Donc, qu'est-ce que c'est que la léthargie? Qu'est-ce qu'on pourrait employer comme mot aujourd'hui? Hein? Donc, vraiment, le corps, il est là comme s'il était mort. Ben, c'est aujourd'hui. Alors, là, je suis très prudent parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vraiment faire les parallèles avec les mots qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est par exemple une personne qui est dans le coma. Hein, une personne qui tombe dans un coma, eh ben c'est pareil. Comment dire, le corps, il est là. Toutes les apparences de la mort, même si, bon, après, dans le temps, évidemment, il n'y avait pas d'électroencéphalogramme. Bon, on pouvait mesurer le pouls qui pouvait être très faible et puis donner l'apparence qu'il n'y avait plus de pouls et que donc
voilà, que le cœur ne battait plus. Mais enfin bon, le cœur, il battait quand même faiblement, parce que si le jour où quand le cœur ne bat plus, quand le sang ne circule plus, évidemment, sans oxygénation des molécules du cerveau, etc., le sang se fige et il n'y a plus de retour possible en arrière. Cela dit, à l'époque de Kardec, même après, hein, avant qu'on ait les conceptions médicales justement avec les tests encéphalogramme ou autres qu'on fait à 2 reprises pour vraiment diagnostiquer qu'une personne est vraiment morte ou pas, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui ont été, entre guillemets, enterrées vivantes parce qu'elles étaient dans un état de léthargie et donc qui avait été confondu avec la mort, et puis donc les personnes ont été enterrées. On voit, par exemple, même quand on remonte à l'époque de Jésus, le cas de Lazare, par exemple, hein, il avait plus ou moins été laissé pour mort dans sa caverne, et puis Jésus, non, il n'est pas mort, hein, il est allé le ranimer. Alors, l'histoire dit ressuscité, donc ça laisse entendre qu'il était mort et puis que Jésus l'a fait revenir. Non, s'il était vraiment mort, Jésus n'aurait pas pu le faire revenir. En fait, il n'était pas mort, il était certainement dans un état de léthargie ou de coma. Alors Fabrice a levé la main. Oui, qu'est-ce que Kardec entend par la léthargie est toujours naturelle, la catalepsie est quelquefois spontanée? Je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire là. Alors, la léthargie est toujours naturelle, ça veut dire qu'elle s'installe de façon naturelle. Alors, moi je dis naturelle dans le sens de l'inverse de provoquer. Oui, elle ne peut pas être provoquée, d'accord. Voilà. Donc, si un magnétiseur magnétise une personne, il n'arrivera pas à la mettre dans un état de léthargie. Hein, donc, l'état de léthargie, il s'installe de façon naturelle et pas provoquée. Par contre, la catalepsie est quelquefois spontanée. Donc, la catalepsie, à la différence, donc c'est une partie plus ou moins étendue du corps. Hein, oui, donc elle n'est pas forcément naturelle alors, elle peut être provoquée. Voilà, donc la catalepsie peut être provoquée, mais elle est quand même quelquefois spontanée. Moi, je dirais spontanée, dans ce cas-là, c'est un peu, il veut dire un peu la même chose que naturel, quelque chose qui se produit de façon spontanée. Voilà. D'accord. Et alors la catalepsie, ben, c'est, comment dire, une raideur. Hein, et donc, on voit, je ne sais pas si vous avez déjà, enfin, moi personnellement, bon, quand j'étais jeune, alors je n'étais pas encore spirit, je n'étais pas du tout intéressé par ces trucs-là, par ces questions, j'étais dans un club de judo à Tannes, hein, où j'habitais. Et donc, de temps en temps, on faisait des sorties. Et il y avait un gars qui travaillait, c'est d'ailleurs le trésorier de la banque du coin, hein, mais c'est un monsieur qui était très, très beau. Enfin, il était déjà relativement, il devait avoir presque la soixantaine déjà à l'époque. Et moi, j'étais tout jeune. Et il était vraiment très, très branché sur ce genre de choses. Et ce monsieur-là, donc, dans une des sorties, il avait fait 2 choses qui, à l'époque, m'avaient vraiment marqué, mais que j'ai jamais réussi à revoir ou à refaire. Hein. Donc, la première chose, il avait pris une personne qui faisait, je ne sais pas moi, 80 kilos. Hein. Et donc, lui, plus une autre personne, donc c'était une adolescente qui faisait quoi, 50 kilos, même pas, hein, s'étaient concentrés en mettant la main, comme ils avaient tous les deux mis les mains sur la tête du gros bonhomme qui était assis sur une chaise. Et ensuite, ils ont pris comme ça 2 doigts, et avec 2 doigts, ils l'ont soulevé comme si c'était une plume. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Voilà. Et j'ai jamais réussi à. Je sais pas comment il a fait. Hein. Bon, voilà, c'est un phénomène qui encore aujourd'hui pour moi est une énigme. Hein. Et la deuxième chose qu'il a fait, ben, c'est justement donc dans la catalepsie, c'est donc la personne qui se raidit et donc il la porte par les pieds et puis par la tête et puis le corps se soulève comme un bâton sans se plier, sans que la personne fasse aucun effort pour se raidir. Et ça, c'est des choses qu'on voit de temps en temps, entre guillemets, à la télé, dans des spectacles, des choses comme ça. Et en fait, donc, c'est quelque chose qui doit se rapprocher de ce qu'on appelle la catalepsie. Morissette? Oui, parfois dans les transes profondes, on voit ces corps se raidir. Ça fait un peu comme une crise de tétanie. Voilà, Ça. donc il y a les doigts, tout se raidit, et c'est vrai que
la personne qui est en transe, elle peut être piquée, elle est complètement coupée du monde physique. Et oui, voilà, quoi. C'est des choses que l'on peut observer chez certains médiums en transe profonde. Voilà. Donc, ce sont des phénomènes, comme Kardec les classe ici, d'émancipation de l'âme. Donc, ils sont assez, je dirais même curieux, hein, et, à mon sens, encore insuffisamment étudiés par la médecine de nos jours. Hein, les médecins, enfin, à moins que vous ayez connaissance d'expériences ou d'études dans ce sens-là, personnellement, j'en ai pas tellement. Mais ce sont des phénomènes en fait qui existent, hein, que j'ai pu voir dans un cadre ludique entre guillemets, hein, quand j'étais jeune, et qu'on peut voir de temps en temps ailleurs, mais qui sont pas parce que bon. Après, vous prenez le corps quand vous soulevez quelqu'un qui est, par exemple, tombé dans les pommes, comme on dit, ben, il se plie. Hein, on est obligé de le prendre, de plier les genoux d'un côté, de le prendre sous les bras de l'autre, parce que sinon le corps, il se plie. Non, là, vous prenez vraiment sur les talons et sur la tête, et le corps, il se soulève tout droit comme un bâton en restant raide. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? Hein, On peut voir ça aussi dans les phénomènes d'hypnose. Voilà, alors l'hypnose, encore, c'est aussi, tu fais bien de le signaler, Patrice, c'est aussi quelque chose, voilà, dans les spectacles donc des hypnotiseurs, c'est là en général où on voit ce genre de choses. L'hypnose arrive aussi à produire ce genre d'état, donc, par la suggestion, hein, donc d'émancipation de l'âme. Morissette? Oui, dans certains arts martiaux, dans de nombreux arts martiaux, ils utilisent en fait le fluide vital. Enfin, je pense que c'est le mot qu'ils utilisent. Et par exemple, dans le tai chi, ben, ils vont travailler avec le fluide vital et puis ils vont pouvoir, par exemple, repousser une personne à distance et même voir la projeter en fonction de la force qu'ils vont utiliser. Donc, ce fluide, comment dire, devient quelque chose de concret en fait. Ah, oui. Et à Douai, on faisait ces exercices, donc de lever une personne d'un certain poids et on mettait simplement, il y avait 4 personnes et on mettait simplement les doigts en dessous. Et Ben puis, voilà. ben, cette personne, elle pouvait être déplacée. Voilà. Et donc, Alors, c'était simplement avec le fluide vital. Alors, tu vois, c'est tout à fait ce que j'avais vu quand j'étais jeune. Et malheureusement, ce monsieur, il est décédé assez rapidement. Hein. Donc, je n'ai pas pu aller le voir pour essayer d'approfondir et de creuser le sujet en disant, mais comment tu as fait? Comment vous avez fait? Parce qu'ils avaient vraiment mis les mains comme ça sur la tête. Donc, c'était une concentration ou une émission de pensée ou quelque chose pendant quoi? Quelques secondes, hein, 15 secondes maximum. Et puis d'un coup, hop, avec 2 doigts, il y a une gamine toute menue de 50 kilos qui a soulevé avec lui, évidemment, hein, mais vous voyez bien, il n'y a pas de triche, ils mettaient juste les doigts et ils ont Ah, soulevé un gros bonhomme de 80 kilos comme si c'était une plume. c'est ça, Donc, oui. Mais comment il a fait, hein, et donc, ça me fait penser, effectivement, quand tu parles des arts martiaux, le karaté, hein, quand les gars ils viennent et puis qui tapent comme ça sur un tas de briques, ils arrivent à casser des briques. C'est pareil, hein, quand tu regardes ça d'un point de vue mécanique, la force qu'il faut mettre là-dessus pour pouvoir casser des briques comme ils les cassent. Hein, à la limite, tu prends une hache pour taper sur les briques pour les casser, hein, pour faire le même état. Mais quand tu regardes la pression et l'énergie qui est dépensée au niveau du coin de la hache qui tape dessus, eh ben, ça te fracasse un doigt, quoi. Donc, c'est quelque oui. chose il y a quelque chose d'autre que juste un effet mécanique. Et comme tu Ah dis, oui, donc, ils utilisent les fluides où il y a quelque chose de plus. Et là, pareil, pour soulever le corps tout raide, il faut bien qu'il y ait mécaniquement quelque chose qui tienne au milieu, ou alors qu'il y ait un phénomène de lévitation ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, moi, je suis un petit peu. C'est des phénomènes qui sont intéressants, qui existent, mais il faudrait creuser davantage, autant d'un niveau médical, autant d'un niveau mécanique. Et alors, mm. j'avais essayé, moi, de reproduire ça en me disant, bah, tiens, avec mes 2 sœurs, tu t'assois là, on met une d'un côté, une de l'autre, on se concentre, on essayait de soulever, mais on n'y arrivait pas. Hein. Et donc, j'ai jamais réussi à reproduire ce phénomène que j'avais pourtant vu dans des conditions indiscutables quelques temps auparavant. Et Fernanda? Oui. ça démontre aussi ben, le pouvoir de l'être humain, le pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire la force de la pensée associée à la volonté.
C'est Voilà, quelque chose, comme Chico Xavier l'a dit, la pensée devient quelque chose de matériel, quoi. Donc, voilà, c'est juste ça avec l'utilisation des fluides. Et comme quelqu'un l'a dit ici, ben, c'est le chi, en fait. Voilà, c'est le fluide voilà. vital qui est mis en application, quoi. L'émancipation de l'âme, hein, l'émancipation de l'âme. Et donc, le même genre de phénomène se produit ben, dans les passes magnétiques ou les guérisseurs ou autres, ou même dans les phénomènes d'ectoplasmie. Voilà. Alors, je dis même, enfin, bon, il y a des, comment dire, l'action de la pensée sur la matière, en fait, elle est connue. Hein, nous, en tant que spirit, on la connaît bien. Fernanda? Oui, j'allais dire le fluide universel, mais aussi mélangé avec l'ectoplasme, qui va léviter les choses. On peut utiliser pour matérialiser, désmatérialiser les objets pour avoir action sur la matière. C'est ça. En dédoublement, on voit un peu ça, comment les esprits le font. Mais bon, on voit ces choses, les comprendre, c'est un peu plus complexe. Mhm. Ben, Mais il y a aussi le fluide ou le fluide de l'ectoplasme qu'ils utilisent, qui peut prendre soit dans un milieu qui a beaucoup d'ectoplasme, ou soit dans la nature, de dégagement des plantes, des animaux, qui ça dégage aussi cette fluide ou l'ectoplasme, et mélangeant, ça peut qui fait plein des effets sur la matière. Alors, le mot ectoplasme n'existait pas à l'époque de Kardec. Hein. C'est un mot qui est venu par après et on aura bientôt les détails à ce sujet, puisque le mouvement spirit francophone, là, il y a un auteur qui habite quelque part en Saône-et-Loire, M. Granger, donc, qui a écrit un livre, La saga de l'ectoplasme. Alors, il fait 900 pages, hein, c'est pour dormir le soir, hein, boum, c'est quelque chose de pratique. Mais il explique donc l'origine du mot ectoplasme, puisque en fait, pratiquement tous les phénomènes à effet physique, hein, là où Kardec dit l'esprit utilise le fluide du médium pour envelopper la table et la soulever et faire les bruits dedans, etc. Tout phénomène à effet physique, hein, que ce soit les maisons hantées, que ce soit les tables qui bougent, les râpes, etc., se produit, et les matérialisations, dématérialisations, comme disait Fernanda, le transport, les phénomènes de transport, utilisent donc de l'ectoplasme d'un médium à effet physique, hein, comme on dit, qui peut être extériorisé par ce médium, utilisé par les esprits pour provoquer le soulèvement d'une table, par exemple. Et donc, vous voyez, quand on parlait d'une personne qui se soulève et une table qui se soulève, bon, il y a quelque chose de commun dans ces deux phénomènes. Hein. Le fait quelque part, ils arrivent à annuler ou à compenser, hein, l'effet de l'attraction universelle, donc de la pesanteur, en gros. Morissette? Oui, les manifestations ectoplasmiques, on les retrouve aussi beaucoup lors des séances de soins. Oui. Donc l'ectoplasme, effectivement, pour aller dématérialiser une tumeur ou des choses comme ça. Hein, voilà. Et dans les réunions aussi d'aide aux esprits souffrants. Il y a beaucoup de désobsessions. On voit beaucoup aussi donc, cet ectoplasme quoi, qui est utile. Alors, il y a eu toutes ces séances de William Crookes, Katie King, Daniel Douglas Home, Florence Cook. Après, il y avait Eusapia Palladino. Il y avait, comment elle s'appelait là? Il y avait une Française aussi, mais son nom, il m'échappe. Enfin, si le sujet vous intéresse, encore une fois, ce livre-là de M. Granger, il devrait venir maintenant, hein, puisque c'est un petit peu l'imprimeur polonais a pris du retard, mais il est vraiment sous presse. Il montrera la quantité d'expériences qu'il y a eu à la fin du 19e et pendant le 20e siècle. Et il cite d'ailleurs des expériences en cours contemporaines. Hein. Donc, il y a les expériences de Chico dans les années 70 avec Peixotinho, qui sont bien connues. Et donc,
J'ai connu moi-même quand j'étais au Danemark. Donc, il y a encore là-bas au Danemark des groupes de spiritualistes qui font encore des expériences de matérialisation et donc qui arrivent à avoir des photos, un certain nombre de choses. Donc, ça se pratique encore aujourd'hui. Mais au niveau de Chico, Emmanuel, à un moment donné, après ses expériences avec Ottilia Diogo et tout ça, ils lui ont dit, ben, maintenant c'est fini. Il n'y en aura plus. Vous avez assez vu, assez photographié. L'ectoplasmie, maintenant, c'est uniquement dans un but thérapeutique. Donc, ce sont les esprits qui ont dit, voilà, on ne va pas vous répéter le phénomène à l'infini. Hein, vous avez suffisamment de photos, de livres, de descriptifs. C'est utilisé, comme tu dis, Morissette, uniquement dans un but utile. Parce que là aussi, hein, et d'ailleurs, il en parle aussi, hein, Michel Granger, dans son livre, que dans ces fameuses expériences où le médium dégageait de l'ectoplasme, il le pesait. Hein, le médium, il était sur une balance. Et pendant qu'il y a eu l'émission de l'ectoplasme, il perdait jusqu'à plus que la moitié de son poids. Hein, le médium qui faisait 60 kilos, au moment où l'apparition elle était là, au moment où il avait émis son ectoplasme, il n'avait plus que 30 kilos. Et après, ils ont essayé aussi de peser l'apparition pour voir si les 30 kilos, s'il y avait une conservation de masse. Et ils n'ont jamais réussi à finaliser ce genre d'expérience. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous voyez, il y a des phénomènes de lévitation, l'attraction universelle qui est un petit peu bouleversée par ces phénomènes-là. Donc, c'est pas aussi simple que c'est pas juste avec une balance qu'on arrivera à peser. Hein. Si, encore une fois, si quand la table lévite, une table de 100 kg, au moment où elle lévite, la balance en dessous, elle n'indique plus rien, mais la table, elle aura toujours encore, entre guillemets, la masse qu'elle avait gardée au départ. Mais on ne peut pas la mesurer avec une balance. C'est pas si simple. Voyez. Et en fait, c'est vrai qu'il y aurait plein d'études à faire sur le sujet. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut avoir des groupes sérieux qui s'intéressent à ce genre de choses? Oui, et après, donc le danger aussi de ces expériences. Donc, il y avait un sceptique à un moment donné quand il y a eu une apparition. Hein, donc, en général, ça se fait dans le noir ou presque. Hein, donc, ou avec des lumières très faibles. Donc, il y a toujours ces suspicions qu'il y a de la triche, hein, même si le médium il est fouillé, il est mis dans une cage et tout, toutes les précautions qu'ils ont prises. Et il y a un des assistants qui, à un moment donné, est allé attraper, ceinturer l'apparition. Et ça a créé un choc, hein, sur le médium dont il est tombé malade, quoi. Il a mis des années à se remettre. Donc, ce sont des phénomènes qui, entre guillemets, sont dangereux pour le médium, puisqu'encore une fois, l'ectoplasme, c'est quelque chose qui est la moitié de la masse de son corps. Donc, vous voyez, la masse de notre corps, c'est quoi? C'est le haut, les muscles, les organes, les os, etc. Donc, à la limite, si vous coupez une partie de la matérialisation, c'est aussi des choses qui ont été faites. Hein. Ils ont coupé une mèche de cheveux, par exemple, à l'apparition. Et donc, le matériau correspondant, il est resté. Hein. Donc, ils ont pu l'analyser. Ils ont vu que en termes de carbone, oxygène, azote, etc., c'est à peu près la même composition que des tissus humains. Hein. Mais ce morceau de matière, c'est quelque chose qui ensuite manque chez le médium, qui va manquer dans le corps du médium. C'est comme si on lui avait coupé un bout de son corps. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ces expériences sont dangereuses et c'est pour ça que les esprits, ils y vont entre guillemets. C'est pour ça que, voilà, Emmanuel a dit, c'est plus pour photographier, constater, confirmer une énième fois le phénomène. On l'utilise uniquement pour des fins thérapeutiques. Et les fins thérapeutiques, c'est par les mêmes principes, ils arriveront avec ce fluide ectoplasmique, hein, donc qui est matériel. Hein. L'ectoplasme, en fait, il est matériel, mais il y a une certaine pénétrabilité qui permet d'aller dématérialiser, par exemple, une tumeur. Hein. Donc, il y a eu l'épisode aussi des guérisseurs philippins. Hein, donc, ça, c'était, je ne sais plus, dans les années 70 ou 80 en France. Donc, il faut faire très attention parce que là, il y a eu beaucoup de supercheries. Mais n'empêche qu'il y a aussi eu certains des phénomènes ont vraiment été authentiques, hein, avec radiographie avant qui montre une tumeur, radiographie après qui montre que la tumeur n'était plus là. Et donc, voilà, le médium, il avait du sang et tout sur les mains, mais il n'y avait pas d'incision, il n'y avait pas de cicatrice, il n'y avait rien.
Donc, il y a certains des phénomènes qui ont été authentiques, hein. Même s'il y en a d'autres où il venait avec un bout d'organe quelque part dans sa poche ou dans sa manche et puis qu'il le faisait ressortir au moment de son cinéma, quoi. Il y a eu de la triche. Donc, c'est là où il faut toujours être extrêmement sceptique par rapport à ça et surtout pas voilà. C'est les précautions que prenait Kardec et que prenaient les autres pour éviter la triche, elles restent toujours d'actualité. Morissette? Oui, par rapport à ça, j'avais rencontré un monsieur, je ne sais plus, c'était un Philippin qui venait de temps en temps en France et il disait que toute cette histoire de sang, de tumeurs, etc., qui sortait, c'était pour du show, en fait. Voilà. Du Il n'avait show, pas besoin. S-H-O-W ou Oui, oui, C-H-A-U-D? oui. Non, Ouais, non, le ouais, show, du la mise showbiz, en quoi. scène. La mise en Voilà, voilà. scène, voilà. Donc, mais qu'il n'avait pas besoin de ça pour avoir des résultats. Voilà, que c'était Voilà. simplement un travail. Et après, je voulais rajouter aussi que tu parlais, donc sans aller jusqu'à comment dire, aux manifestations physiques et puis, comment dire, aux apparitions. Même lorsqu'un médium est en transe et que ce médium est en transe profonde et qui sort de l'ectoplasme, s'il est touché, ça va créer aussi un choc et ça va créer un retour qui peut être dangereux aussi, parce qu'au niveau cardiaque, c'est vraiment quelque chose d'assez brutal. Mm. Et que comment dire, la sortie d'ectoplasme, donc ça crée aussi une perte d'énergie chez le médium. Voilà. Et donc, c'est pareil, quoi. Après des séances comme ça où il y a de manifestations ectoplasmiques, on a besoin de s'alimenter, mais fortement. Donc, ce qui prouve qu'il y a eu une perte quelque part, quoi. Une Voilà. perte énergétique, ouais. Une perte énergétique. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir voir, effectivement, là, il y a eu tel type de manifestation. Et dans d'autres séances médiumniques, il y aura d'autres types de manifestations parce que comment dire, les suites du travail, elles sont tout à fait différentes sur le médium. Exact. Donc là, donc, tout ça confirme que, encore une fois, la médiumnité, ce n'est pas un jeu, hein. Faut faire attention à ce qu'on fait, il faut essayer de le faire en connaissance de cause. Quand on a commencé à Mulhouse aussi, je vous ai déjà raconté, je crois, quand on allait dans des réunions où ils faisaient bouger des tables et avec du Ouija et tout ça, on s'était assez vite aperçu que la médium qui allait bien, c'était l'épouse du dirigeant du groupe. Donc, quand elle était là, ça marchait. Quand elle n'était pas là, ça ne marchait pas. Donc, c'est elle qui était le médium à effet physique pour faire bouger la table. Et donc, on voyait aussi à chaque fois qu'elle était fatiguée après la réunion. Et au bout de 2-3 ans, prenant de l'âge, etc., elle n'en pouvait plus, hein. Et donc, ils avaient arrêté de faire ces phénomènes. Encore une fois, ça explique, hein, vous voyez, ça confirme que tout ce qui est médiumnité à effet physique, c'est éprouvant pour le médium. Je crois que il y en a un autre qui est bien connu, hein, c'est Jean-Marie Le Gall, qui vit toujours, hein, il habite dans le sud-ouest. Donc, aujourd'hui, il est magnétiseur, hein, mais il était à l'époque étudié par le CNRS. Et dans ses témoignages, quand il parle de ces épisodes-là, il disait que là aussi, c'est quelque chose qui était très éprouvant pour lui au niveau physique, hein. Alors, il y a Fernanda alors, vas-y, Fernanda, et après Christophe. Une petite parenthèse pour rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Morissette. Aussi, le ectoplasme aussi, elle est très sensible à la lumière du jour et aussi la lumière jaune aussi. Ça peut provoquer des problèmes et des lésions dans l'ectoplasme et qui ça répercute pour le médium, dans la santé du médium aussi. Voilà. C'est pour ça que les phénomènes d'ectoplasmie, de matérialisation, sont le plus souvent faits dans l'obscurité quasi totale ou alors une lumière rouge, etc. Et ça, c'est là où justement, il y a les suspicions de fraude, évidemment, puisqu'on ne voit pas bien ce qui se passe, quoi.
Et c'est pour ça qu'ils prenaient des précautions en amont, fouillaient le médium, ils apportaient d'autres habits, des espèces de tuniques, donc le médium était complètement déshabillé, fouillé parfois de façon très, même entre guillemets, dans les orifices naturels, quoi, hein, par les expérimentateurs, et ensuite enfermé dans une cage. Donc, pour vraiment prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour éviter les fraudes. Et c'est justement dû à cette obscurité qui est nécessaire pour que le phénomène puisse se produire. Alors après, il y a d'autres phénomènes. Par exemple, Chico Xavier, on voit des photos qui sont prises pratiquement à la lumière du jour, hein. Donc, c'est souvent nécessaire, mais pas toujours. Christophe? Oui, Charles, je me rappelle quand j'allais à la PES, j'avais mon voisin de chaise euh, qui s'endormait complètement pendant les discussions. Moi, je luttais péniblement. Et également aussi à la maison maintenant, depuis qu'on fait l'évangile au foyer, par moments, ça arrive que je suis à la limite de m'endormir. Donc, c'est-à-dire on prend l'énergie du médium, c'est ça, en gros? Alors là, je dirais pas forcément, hein. Moi, la plupart des personnes que j'ai vues s'endormir pendant une réunion spirit, c'est parce que vraiment elles avaient sommeil, hein. Tu vois, c'était du sommeil naturel, hein. Alors après, là encore une fois, pas forcément toujours, hein. Il peut effectivement y avoir, comment dire, une émission de fluide et puis une espèce de transe, hein, tu vois. D'accord. Et Donc, c'est c'est pour même ça que pas. le sommeil naturel, la transe, Mhm. c'est pas toujours facile de faire la différence, hein. Non, c'est pas évident. Et c'est pas, je tombe de sommeil d'un seul coup. D'un seul coup. Ouais, mais souvent, bah, c'est parce que les gens, voilà, ils arrivent, ils ont voyagé, ils ont pris le métro, ils étaient fatigués de la journée, les réunions sont le soir, etc. Tu vois, c'est, c'est, moi, je dirais très souvent expliqué par des causes tout à fait naturelles, Ok. Donc, pas d'inquiétude. mais pas forcément toujours. Merci. Alors, si on va dans le résumé, donc les deux premiers paragraphes, on les a déjà vus. Dans la léthargie, le corps n'est pas mort puisqu'il y a des fonctions qui s'accomplissent, heureusement, hein. La vitalité y est à l'état latent comme dans la chrysalide, mais elle n'est point anéantie. Or, l'esprit est uni au corps tant que celui-ci vit. Voilà, donc il y a effectivement, quand les fonctions vitales s'arrêtent, le corps meurt, et c'est la mort du corps qui cause le dégagement de l'esprit, hein. C'est pour cela que les léthargiques et les cataleptiques voient et entendent généralement ce qui se passe autour d'eux, mais ne peuvent se manifester. C'est-à-dire qu'ils entendent, ils voient, hein, quand ils ont les yeux ouverts, mais ils ne peuvent pas répondre. Voilà. Alors, si derrière, il rajoute en disant ils voient et entendent non pas par les sens physiques, mais par les sens spirituels. Donc, ça, c'est encore une fois une autre hypothèse, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent même voir avec les yeux fermés. C'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle les médiums voyants, donc les médiums qui ont la faculté de voir les esprits, hein, pas les médiums qui ont pignon sur rue, les Madame Irma et autres, qui prévoient le futur, hein, ça c'est autre chose. Mais le médium voyant, en fait, quand il voit un esprit devant lui, vous pouvez mettre un panneau noir devant ses yeux, il continuera à voir l'esprit. Ça veut dire qu'il voit avec ses yeux spirituels et pas avec les yeux du corps, hein, où il pourra voir aussi avec les paupières fermées. L'esprit se reconnaît, mais il ne peut se communiquer, donc il est toujours là, hein, mais il n'arrive pas à se... Et ça, prenez après les descriptions, par exemple des livres sur le coma, comme Dany Vermeulen ou d'autres, hein. Ils le disent, hein, ils ont de multiples témoignages de comateux qui sont sortis du coma et qui racontent tout ce qui a été fait, dit pendant des états où ils étaient complètement inanimés, hein. Donc, pour ça, je fais un peu le parallèle entre la catalepsie, la léthargie et puis le coma, hein, puisqu'on n'utilise plus ce mot léthargie aujourd'hui, on utilise plutôt le mot coma. Et on voit qu'il y a, par exemple, ça, c'est un des phénomènes qui est commun entre ce qui est décrit concernant la léthargie par Kardec et ce qui est décrit aujourd'hui dans des études qui ont été faites sur les comateux. Donc, c'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui est dans le coma,
parlez-lui comme s'il était là. Il ne vous répondra pas, mais son esprit est là, il vous voit, il vous entend. Le plus souvent du temps. Alors, encore une fois, pas toujours. Hein. Parfois, l'esprit du comateux, il est loin. Mais souvent, il est là. Hein. Et les livres de Danny Vermeulen, entre autres, hein, sont vraiment très, très bien sur ce sujet. Hein. Et puis, elle s'appuie sur des témoignages avec des choses, des parents qui sont venus et qui ont dit des choses, et puis le comateux, en se réveillant, il s'en rappelle. Et quand les choses dites par le parent ne sont pas bonnes, ben, l'esprit en est affecté, évidemment. Hein, vous voyez. Et donc, en sortant du coma, ben, il avait gardé le souvenir de ces choses, bonnes ou moins bonnes, qui se sont passées alors qu'il était complètement allongé, inanimé. Et il y a la même chose, encore une fois, on refait encore une fois un autre parallèle avec les EMI, les expériences de mort imminente. C'est pareil, le corps, il est arrêté, et même la circulation du sang, quand il y a un arrêt cardiaque, etc., est momentanément interrompue. C'est un peu le même genre de phénomène qui se passe. Hein. L'expérienceur peut, certains, hein, rapportent ce que le médecin a dit, ce que les infirmiers ont fait. Il y a le fameux cas avec l'infirmière qui a enlevé le dentier, qu'il avait mis dans un tiroir et ne le retrouvait plus après. Quand il s'est réveillé 2 jours plus tard de son EMI, il a vu l'infirmière. Ah, ben voilà, c'est vous qui avez pris mon dentier, vous l'avez mis dans le tiroir du petit meuble dans le coin de la salle où vous m'avez réanimé. Ils sont allés voir, effectivement, le dentier, il était là-bas. Donc, il y a eu un certain nombre comme ça de témoignages d'EMI qui, encore une fois, confirment ce genre d'état, hein, de coma, de mort imminente et de léthargie, et le fait que l'esprit peut continuer à percevoir par ses yeux et ses oreilles spirituelles ce qui se passe autour de lui. Voilà. Par contre, il ne peut pas se communiquer. Hein, le comateux, ben, il peut pas répondre hein, matériellement. Il n'arrive plus à agir, enfin, il n'arrive pas momentanément à agir sur son corps physique, sur sa voix, pour pouvoir parler et pour pouvoir voilà, manifester ce qui se passe. L'état du corps s'y oppose. Cet état particulier des organes vous donne la preuve qu'il y a en l'homme autre chose que le corps, puisque le corps ne fonctionne plus et que l'esprit agit. Et ça, c'est le côté génial des expériences de EMI, c'est qui date essentiel. Alors, il y en a toujours eu, mais ça a commencé avec le livre de Moody, essentiellement dans les années 70, La vie après la vie, où lui, il a dit, tiens, j'ai vu 100 personnes qui disaient tous la même chose dans le même genre de situation. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde peut dire, ah ben non, il a lu le livre de Moody, donc il raconte qu'il a vécu la même chose que ce qui est raconté dans le livre de Moody. On a perdu maintenant un peu le côté, mais bon, après, il y a ces phénomènes, encore une fois, où l'expérienceur, il décrit des choses qui peuvent être vérifiées et confirmées, donc à partir de là, ces témoignages gardent évidemment toute leur validité. Voilà, je pense que le mouvement, il a été fait. Hein. Vous avez certainement beaucoup de gens qui aujourd'hui ont été convaincus, entre guillemets, hein, soit parce qu'ils ont fait une expérience eux-mêmes, soit parce qu'ils ont été convaincus par les récits des expérienceurs. Alors, il y a 2 mains qui sont levées, donc Morissette, je n'ai pas vu qui l'a levé. Oui, alors je me suis absentée 2-3 minutes, donc oui. J'ai entendu le nom de Daniel Vermeulen. Oui. Voilà. Et donc, donc c'est une personne qui a fait beaucoup de recherches, elle est anthropologue, elle a fait beaucoup de recherches sur le coma. Et pour la dernière situation qu'elle a vécue, en fait, on a travaillé ensemble. Ah oui, oui. Voilà. Et donc, il y avait un monsieur donc, qui était enfin, il a avalé de travers, et donc ce monsieur est rentré dans un coma profond. Voilà. Et on arrivait à communiquer avec son esprit. Et donc, il a pu nous donner des informations. Et il a pu nous parler de sa vie, il a pu nous parler aussi de son enfant. On ne le connaissait pas, hein, on ne le connaissait pas. Il a pu nous parler de son enfant, il a pu nous exprimer son désir de mourir. On a pu lui expliquer aussi que c'était peut-être pas la solution, voilà, tranquillement. Et parce que c'était un grand sportif. Et en fait, ce monsieur aujourd'hui, il me semble qu'il est toujours vivant. Voilà. Donc,
toutes ces interventions-là ont pu, je pense, l'aider peut-être à faire les bons choix. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il était possible de communiquer avec lui. Et vous avez communiqué avec lui comment? Par voie Alors, médiumnique? ça, c'est en médiumnité, oui. Ouais, oui. Ça s'est présenté. En fait, ça s'est fait naturellement. Comme Daniel le suivait, elle suivait la famille aussi. Nous, on nous avait demandé donc de prier. Donc, il y avait des liens qui s'étaient créés, à mon avis, des liens fluidiques qui nous reliaient quelque part. Et il s'est présenté. Il s'est présenté donc de lui-même. On n'a pas cherché, nous, à communiquer. Mais il s'est présenté de lui-même et il nous a raconté son histoire, quoi. Voilà. Mais on n'avait pas d'informations. Je ne l'ai jamais vu. Je n'avais pas d'informations personnelles sur ce monsieur. Et par contre, ce qu'il a donné était tout à fait juste, quoi. C'était vérifiable. Ah oui, tout à fait. Inconnu, mais vérifiable, mais vrai, quoi. Voilà. Bah oui, parce qu'il nous a parlé de son fils, il nous a parlé du sport qu'il faisait, que pour lui, revenir comme ça et ne plus pouvoir faire tout ça, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Parce qu'il est tétraplégique maintenant. Enfin, voilà, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Mais il est là, quoi. Voilà. Et donc, ça, lui, il était donc dans le coma pendant ce moment. Et lui, il était dans le coma, oui. Et oui. Et c'est arrivé aussi une autre fois avec. Donc là, ça se fait par dédoublement où toi, tu vas, par exemple, dans une salle, je ne sais pas, la personne était hospitalisée on va dire, à Paris, par exemple. Mais tu as un lien avec la famille, tu as une sorte de dédoublement qui se produit et tu te retrouves donc dans la salle, par exemple, de soins intensifs ou dans la salle, et là, tu peux observer et puis parfois, tu peux aussi même communiquer avec l'esprit. Tu vois l'esprit. Oui, et tu communiques avec lui. Ça, c'est donc quand le médium, il se dédouble. Et l'esprit du médium va dans le lieu. Voilà, et il revient avec des informations, et ces informations, bien sûr, elles s'avèrent tout à fait justes. Elles sont vérifiables. Et oui, voilà, elles sont tout à fait vérifiables, et il y a certaines choses, alors qu'on peut communiquer à la famille, et bien souvent, ces personnes, elles s'en vont. Mais c'est des derniers je t'aime, c'est des derniers j'ai pas fait ça pour mes enfants. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc, avec des personnes avant de mourir, quoi. Oui. Ah oui. Tu t'en vas, voilà. L'autre jour, dans l'Évangile, on avait justement vu la question, l'item numéro 28 là, du chapitre Bienheureux les affligés dans l'Évangile. Est-ce que est-ce qu'il faut abréger la vie de quelqu'un qui n'a plus aucune chance de s'en sortir, Et l'esprit donc, de Saint-Louis qui répond en quelques paragraphes, c'est pas très long, il dit non, parce que vous imaginez pas combien les derniers moments de lucidité peuvent encore servir à l'esprit pour le pardon, qu'il puisse partir en paix, etc., le dernier au revoir, etc. Et c'est un petit peu ce que tu dis aussi. Et j'ai remis ça récemment, là, hier, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, il faut que je remette ça sur le Facebook. Et sincèrement, donc dans le cas j'ai aussi réécouté notre conférence, parce que là, en voyageant en voiture, c'est bien, je mets Radio Kardec et puis 8 heures de route, j'ai mince, c'est pas assez, j'ai pas fini la 4e émission que j'avais encore pas vue, quoi. Donc ça raccourcit énormément les trajets, quoi. Et notre conférence sur l'euthanasie. Et effectivement, moi, c'est profondément ce qui m'a manqué au niveau de ma maman, quand ils ont commencé la sédation et tout. Eh ben, elle est tombée, elle a plus eu ce moment de lucidité du dernier. Et ça, je suis sûr que ça l'a contrarié, elle. Et moi aussi, ça m'a contrarié. Mais voilà, malheureusement, la médecine, bon, c'était déjà en cours. Je voulais pas faire de scandale avec mes sœurs et tout. Donc, voilà. Mais je suis sûr qu'elle, ça l'a contrarié, et moi aussi. Alors, Fabrice? Oui, juste une question. Si j'ai bien compris, dans le cas d'une personne qui est dans le coma, l'esprit est bien là, mais il n'est pas dans le corps physique. Il est extérieur au corps physique. Alors, il est là. Les fonctions vitales du corps physique se font, mais l'esprit n'arrive pas à agir sur le corps physique parce que l'état du corps s'y oppose. Tu vois?
Mais il reste lié au corps. Il y a le cordon d'argent, si tu veux. Oui, il y a le cordon, d'accord. Voilà. Mais le fait, si tu veux, dans le coma, c'est un peu comme dans le sommeil naturel. Donc, l'esprit, il sort, il prend un peu de liberté par rapport au corps. D'accord. Comme pendant le sommeil. D'accord. Mais pourquoi l'esprit, pour quelle raison l'esprit ne peut pas réintégrer le corps physique? Eh bien, parce que c'est le corps qui s'y oppose. C'est parce que dans l'état de coma, ben, il y a quelque chose qui fait que, encore une fois, la volonté de l'esprit, le père-esprit n'arrive plus à le transmettre dans les centres moteurs du corps. Parce qu'il y a quelque chose qui est, entre guillemets, détraqué au niveau du corps physique. Sur le plan organique, il y a quelque chose qui ne permet plus la réintégration du père-esprit dans le corps physique. Alors, il reste lié, mais il ne permet plus l'action de l'esprit via le père-esprit sur le corps physique. Il ne permet pas d'ouvrir les yeux, de lever la main. Et ça, c'est parce que c'est quelque chose au niveau du corps physique ou au niveau de l'interface entre le corps et le père-esprit qui bloque. Ou, comme Kardec le dit, peut-être une modification moléculaire, hein, pour utiliser son mot, au niveau du père-esprit qui fait que l'esprit, qui est toujours là lié à son corps, hein, n'arrive plus à répondre, à parler, à s'exprimer, etc. Même si, là encore, dans certains cas de coma, à une personne qui est à côté, qui arrive à émouvoir le comateux, ben, on voit les larmes qui coulent. Il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à répondre, mais il y a parfois certaines réactions. Dany Vermeulen le décrit bien. D'accord, ok, merci. Fernanda? Oui, j'aurais aimé faire 3 questions si c'est possible. Oui. Une à Morissette et une par rapport à ce que disait Fabricio sur pourquoi le corps ne réagit pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai vu dans un cours en dédoublement que c'est le fluide périspérital, c'est le qui unit le corps et l'esprit qui a une fonction, cette fonction, elle est perturbée ou elle est temporalement je ne sais pas bien expliquer, mais c'est au niveau de cette fluide périspérital qui unit l'esprit et le corps physique. Le corps continue, comme Charles a dit, uni par le cordon d'argent, mais cette fluide qui est une espèce qui colle, qui fait le contact unime entre le corps physique et le père-esprit, que cette fluide est un peu abîmée ou je ne sais pas abîmée ou une altération, quelque chose comme ça. Mais c'est à niveau de fluide là. Alors, et quand on voit au niveau des communications, quand on vient aussi une explication communiquée, c'est à niveau de cette fluide, le fluide de l'esprit avec le fluide du corps, de l'esprit aussi qui se communique. Et à ce niveau-là que tu as c'est fait. certainement raison, hein, Fernanda, parce que... Mais je ne sais pas si c'est vrai. J'ai vu, mais des fois, je ne comprends pas tout ce que je vois non plus. Si c'était vraiment au niveau du corps, ben, la médecine arriverait à le voir avec les scanners, les IRM ou les autres appareils d'imagerie médicale et donc à pouvoir agir là-dessus. Donc, quand c'est par exemple un choc, un traumatisme, une hydrocéphalie ou quelque chose, donc là, ils le voient, ils arrivent à drainer, ils arrivent à essayer pour faire revenir la personne. Mais quand le problème, il est au niveau du père-esprit, ben, la médecine, elle ne voit rien au niveau du corps, hein, puisque c'est plus dans la matière, c'est dans la semi-matière. Et c'est là où ben, ils ne peuvent pas faire grand-chose si ce n'est ben, maintenir les fonctions vitales, d'hydratation et autres, et attendre que, entre guillemets, que l'esprit revienne, ou en d'autres mots, dans leurs termes, que la personne sorte du coma. Et donc, ils arrivent à voir, quand ils mesurent avec les électrodes sur le cerveau, que le cerveau du comateux, il ne fonctionne pas comme le cerveau de quelqu'un à l'état de veille. Donc, mais ça, ils voient la conséquence. Ils voient que, entre guillemets, que le cerveau ne fonctionne plus normalement parce que, alors nous, en tant que spiritualistes, on rajoute parce que l'esprit, justement, n'arrive plus à agir sur son cerveau comme dans un état normal. Donc là, la science, elle voit l'effet, elle ne voit pas la cause. Hein. Et donc, ces comas qui sont liés à ce problème périspérital, comme tu viens de le dire, ben, la médecine aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose. Par contre, peut-être des passes magnétiques ou des choses comme ça peuvent aider dans ces cas-là. Oui, pour la faire revenir. car cette fluide, il sert à faire la transmission du esprit
à le corps physique, C'est ça. le fluide, cette fluide périspectral. C'est ce qu'on a vu dans la toute première Oui, citation. Hein. oui, C'est cette interface. Hein. oui. Encore une fois, c'est l'esprit, notre esprit agit sur notre corps par l'intermédiaire du père-esprit. Et quand on touche quelque chose de chaud ou quand je lève ma main, c'est mon esprit qui, par le père-esprit, va sur mon cerveau qui me fait lever la main. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. c'est cette interface entre le père-esprit semi-matériel et le corps, donc après la glande pinéale ou le cerveau, les centres moteurs du cerveau, ça reste encore à déterminer. Cette interface qui ne fonctionne plus correctement, ce qui fait que la personne, ben, elle est dans le coma ou en léthargie ou en cas de télé. Donc on est exactement dans ce qui est Et décrit là, là. Hein. en dédoublement, on voit, ça c'est une couleur un peu blanchie, un peu bleue, bah, très claire, un peu gazeuse, Pas qui pour eux. va autour et qui se colle. Mhm. Et dans une perceur comme ça, plus près, je ne sais pas dire 6 cm, 10 cm, 10 cm plus près, comme ça. Et une autre question à Marie-Sette. Et après, j'ai une question à toi, Charles, si c'est possible encore. Je Oui, sais pas oui, si vas-y, tu vas-y. t'attends. Bon, il est 9h09, mais bon, c'est pas... Marie-Sette, par rapport à ce que tu disais de ce témoignage de ce monsieur qui avait eu envie de retourner sur le corps physique, et Oui. qu'est-ce qu'il a fait comprendre et avoir l'envie et accepter retourner dans son corps physique? Eh bien, c'est en fait la possibilité donc de continuer, de pouvoir en discuter avec lui, le médium en dédoublement et aussi lui ben, et avec son esprit. Voilà. Et je voulais rajouter aussi que dans ces situations-là, il y a l'équipe spirituelle qui est là et qui est présente. Hein, et que je pense que tout ça est provoqué par l'équipe spirituelle, peut-être pour éviter justement que cette personne se laisse glisser dans la mort. Ben, il y a cette situation-là qui est provoquée. Voilà. Alors, moi, j'ajouterais un petit peu par rapport à ça, c'est un sujet qui est un petit peu délicat en ce moment parce qu'il y a des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Comment dire, on vit tant qu'on a du fluide vital. Le jour où il n'y a plus de fluide vital, on ne vit plus. Donc, Oui. la personne âgée qui n'a plus de fluide vital, bon, ben, elle s'éteint tout doucement comme une bougie qui a plus de cire. Hein, voilà. La personne qui souffre un accident de voiture ou un accident quelconque et qui meurt, ben, c'est encore une fois, bon, c'est une mort brutale, mais c'était quelque chose qui, encore une fois, été prévu comme ça au départ, et elle n'a plus de fluide vital non plus à ce moment-là, et donc elle meurt. Par contre, le comateux ou la personne qui a une EMI ou la personne dont vous parlez, donc moi, de deux choses l'une, ou il avait encore du fluide vital et ben, il n'avait pas trop d'autre choix que de revenir, ou il avait plus de fluide, ou il aurait peut-être plus de fluide vital et il serait mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. quand on dit l'esprit, il a le choix de revenir ou de ne pas revenir, je pense que c'est quelque part vrai, dans un certain sens, mais si s'il y a encore du fluide vital et que l'esprit choisit de ne pas revenir, on arrive dans une situation qui, ça va poser des difficultés un peu comme, alors on peut pas, c'est pas un suicide, hein, c'est pas exactement la même chose puisque l'accident est déjà là, mais les effets seront similaires parce que eh ben, l'esprit aura du mal à se détacher du corps à cause du fluide vital qui reste. Donc dans ces cas-là, je pense que les guides spirituels, tout en laissant le libre arbitre, font très bien comprendre que ben, il vaut mieux revenir, quoi. Et donc la personne finalement décide de revenir. C'est ça. Et je pense que ça, enfin, j'allais aborder ce que tu viens d'expliquer, mais je pense que ça peut être considéré pour moi comme un suicide. Tu vois, parce que tout est mis en place pour essayer donc de ramener l'esprit à la raison, on va dire, juste par rapport à son rôle de père, entre autres, Oui. et, et la vie, ses choix, etc. Mais c'est vrai que l'équipe, elle est là, l'équipe provoque la situation, mais elle n'intervient pas en fait. Voilà. Mm-hmm. Et c'est le dialogue qui se passe entre le médium et l'esprit, la colère aussi qui peut exprimer.
C'est bizarre, hein, mais il a exprimé aussi de la colère contre la vie et tout ça. Et il ne voulait pas être l'image d'un papa handicapé pour son fils. Enfin, voilà, et il a fallu le raisonner en fait dans tout ça. Donc, il y a eu comme un accompagnement, comme une prise en charge psychologique qui s'est faite dans le monde spirituel et qui a été occasionnée par les guides. Mais tout ça, c'est vraiment plein d'amour. Hein. Et les guides, ils ont certainement aussi, peut-être, ils l'ont laissé miroiter les choses du passé qui ont fait que cette épreuve-là a été choisie dans cette vie. Voilà, voilà. Et ce qui fait que ce voilà. Vas-y. monsieur est vivant. Et c'est ça qui fait que après, il comprend que c'est pas dans son intérêt de ne pas revenir, en gros. Et que, mais après, effectivement, s'il a son libre arbitre, s'il veut ne pas revenir, il ne revient pas. Mais dans ce cas-là, c'est du genre, ah ben non, moi je suis bien ici, je n'ai pas envie de revenir, mais si le corps est encore avec du fluide vital, le dégagement, on aura les problèmes qui sont bien expliqués dans le ciel et l'enfer ou dans, comment ça s'appelle le livre d'Yvonne Pereira, les vallées des suicidés ou autres. Et donc, il va se retrouver l'esprit va se retrouver dans une situation difficile, même si pendant l'expérience, il était dans un endroit d'amour avec les guides et tout. Hein. Il n'y restera pas forcément très, très longtemps. Parce que le fluide vital, ce n'est pas quelque chose qui s'évapore comme ça. Hein. Dernière petite question. Ah, vas-y, Fernanda, tu avais encore une question. Charles, vous avez dit que la léthargie, l'état de léthargie, l'esprit de la personne qui est dans cet état-là, espèce de coma, l'esprit reste à côté, est plus près. Il voit tout ce qui passe et il est conscient de ce qui se passe. Et dans le cas de la catalepsie, l'esprit reste aussi à côté? Non, de le corps? la différence, c'était pas ça. C'est la catalepsie, je dirais, c'est le corps entier. La léthargie, c'est une paralysation localisée au niveau d'un membre. Donc, à la limite, le léthargique, c'est bien ça. Hein, viens voir. C'est l'inverse, Charles. C'est l'inverse. Ah ben voilà. Léthargie, c'est total. Catalepsie, c'est une partie. D'accord. La léthargie. Léthargie, c'est total. Diffère, voilà, c'est ici. Elle diffère en ce que dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale, voilà, et donne au corps les apparences de la mort. Donc la léthargie, c'est comme le coma, quoi. La catalepsie, c'est une raideur, la personne reste consciente, d'accord? Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, d'accord? Donc, le cataleptique, il est conscient, le léthargique, il ne l'est plus. Donc, effectivement, tu as raison. C'est bien dans l'état de léthargie que c'est comme le coma. Donc, l'esprit, il reste lié au corps et il peut être là comme il peut être ailleurs, mais il reste lié au corps. D'accord? Et la catalepsie, le corps et reste peut être provoqué, c'est quand il vient qu'il reste une partie du membre qui a dormi ou des choses comme ça. C'est ça, c'est quand tu as un membre endormi, par exemple, un membre où tu sens, on peut te piquer, tu sens plus rien, ou alors le membre qui est raide et que tu n'arrives plus à le bouger. Oui, mais au retour, non? Pardon? Pas quand la personne est en transe. Non, et la personne est consciente. Je suis là, par exemple, mais mon bras, il est en catalepsie, il est raide. Voilà, j'arrive plus à bouger mon bras. Tu peux me piquer sur mon bras, je ne sens rien. Par contre, moi, je peux continuer à être là, à t'écouter, à te parler. Ah, d'accord. Hein, le cataleptique, il reste conscient. Il est conscient, c'est ce qu'il dit là. Hein. Dans la catalepsie, donc, la suspension est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, donc par exemple un bras, hein, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester. Ça veut dire qu'il est conscient. Il arrive encore à se manifester par la voix, à t'écouter, à te répondre, etc. Physiquement, hein, en parlant. Tu vois. Alors que la léthargie, c'est le coma. Là, personne n'est pas consciente. Mais l'esprit, tu es réveillé ou tu es une espèce de dédoublement? La catalepsie, tu es réveillé. La léthargie, tu n'es pas réveillé. Tu es en espèce de dédoublement.
C'est comme le coma. Dans le coma, tu n'es pas réveillé, mais tu es dans une espèce de dédoublement. Ton esprit, il est quand même, il peut être là. Je dois mal nous comprendre ça toujours. Ben, regarde, c'est cette partie-là, hein, c'est cette par exemple, partie-là du texte qui l'explique. ouais, dédoublement, par exemple, quand on sort en dédoublement, des fois on revient, il y a par exemple une jambe qui ne bouge plus, qui a un mal, on doit la porter, qu'elle ne bouge pas. C'est quand tu reviens du dédoublement, c'est ça? Quand on revient, mais en tant que doublement, des fois, ça dépend où on sommes, on peut écouter les deux côtés, écouter ce qui se passe autour de notre corps. Oui. Par exemple, je peux écouter les bruits, mais c'est comme si on était dans la tête sur l'eau. Du coup, on écoute tout ce qui est à côté, mais très loin. Par exemple, je peux écouter Oui. les gens étaient en train de parler à côté de mon corps, mais très loin, comme si ma tête était dans l'eau. Donc, dans ce cas-là, en dédoublement, il y a une partie donc, de tes sens, l'oreille, qui se transmet quand même encore à ton esprit, mais moins fort que dans l'état Oui. d'éveil. Hein? Oui, et des fois, quand on revient, il y a des parties, pas tous les jours, mais ça dépend. Des fois, il y a des parties, par exemple, la jambe ou les bras qui sont complètement endormis, des fois, qui a du mal, tu sens Qui plus reste rien, tu dois cataleptisé. porter avec la main. Qui reste cataleptisé. Tu vois? Oui. Morissette? Oui, Charles, je voulais revenir sur les débuts du cours où tu parlais donc du système nerveux. Oui. Et là, j'ai trouvé quelque chose dans le livre de Notre vie dans l'au-delà de Marlène Nobré, où c'est un esprit qui est de 21 ans qui vient de se désincarner suite à une leucémie. Donc, je ne sais pas si on peut faire un lien par rapport à ça. Là, il parle du système vasculaire. Et donc, il dit que lorsqu'il est arrivé dans le monde spirituel, il a reçu un traitement et que son sang a été retiré pour être revigoté dans un récipient approprié et ensuite il était réintroduit dans mon système vasculaire. Je ressentais une douleur pour laquelle c'était inutile que je demande des sédatifs. Il fallait que je me réadapte à ma propre nature, me disaient les guides, médecins plus expérimentés. Rien qui me donnait un soulagement imaginaire parce que les cellules de mon nouveau corps ne recouvriraient pas la normalité correcte. Donc là, on voit quand même que cet esprit, dans son père-esprit, il a un système vasculaire qui doit être traité. Alors, oui, parce que là, encore une fois, le père-esprit, dans le père-esprit, en fait, c'est lui le modèle qui organise le corps et qui sert aussi avec le fluide vital, hein, qui est une chose supplémentaire, pour donner cette vitalité au corps. Hein. Donc, notre père-esprit, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre quelque part, hein, avec les différents composants. Quand tu prends des livres comme celui de Jeanne Laval, chaque cellule de notre corps a un correspondant, une monade, je ne sais pas comment il appelle ça, dans le père-esprit. Et que quelque part, c'est notre esprit donc, qui gouverne le père-esprit, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Et quand l'esprit se dégage, eh ben, ou peut-être dans des phénomènes comme le cancer, donc ça reste encore à étudier aussi par la médecine, c'est qu'il y a un problème, c'est que les musiciens de l'orchestre, ils font un peu ce qu'ils veulent, ou ils se développent, ou ils agissent de manière un peu anarchique. Ou alors, dans la séparation, il y a la décomposition du corps. Tu vois, il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Donc, effectivement, le Père-Esprit, c'est lui qui est le modèle organisateur, les champs morphogénétiques hein, de Rupert Sheldrake, hein, qui explique justement cette morphogénèse, hein, le fait qu'au début, il y a une seule cellule, hein, qui est l'ovule fécondé, qui se multiplie, et puis donc il y a cette spécialisation et donc le développement dans les 3 dimensions pour faire les têtes, les doigts, les mains, la forme du corps physique. Et donc ça, ce champ morphogénétique, il vient du Père-Esprit. Donc effectivement, dans le Père-Esprit, on a quelque part une organisation qui ressemble, enfin qui correspond à celle du corps physique. Oui.
Alors après, est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'il y a un cœur dans le Père-Esprit? Bon, il y a l'équivalent du cœur, tu vois, il y a le moule du cœur, il y a quelque chose qui dans le Père-Esprit, qui permet au cœur de fonctionner avec les fonctions vitales et tout. Ça, certainement. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cœur dans le Père-Esprit? C'est une question de langage et de mots. Il faut se mettre d'accord, quoi. Il faut bien le comprendre. Parce que là, il rajoute aussi, donc pendant le processus de la mort, de nouveaux organes se développent suite aux modifications profondes des systèmes digestifs et musculaires, outre le changement dans le système circulatoire, nerveux et reproducteur. Mais là, tu parles de mort, c'est ça? Après la mort? Oui, parce que on se posait la question enfin, de savoir si est-ce qu'il y avait sur le périsprit, dans le périsprit, un système nerveux ou je ne sais plus, c'était au début du cours. Oui, Voilà. Oui, c'est bien ça, oui. Oui. On se posait cette question-là. Oui. Donc ici, là, je suis donc dans le livre Notre vie dans l'au-delà, et donc par rapport à des situations donc, de personnes qui sont désincarnées, et ce qui s'est passé après la mort, et là on parle bien en fait qu'il y a oui, il y a effectivement ce système dont je viens de vous parler, là, je ne sais plus lequel c'était, parce que je suis passée à autre chose. Vasculaire, mais qu'il y a aussi une modification donc, et des nouveaux organes qui vont se créer en fait, une modification profonde des systèmes digestifs et musculaires, outre les changements du système circulatoire, nerveux et reproducteur. Vous avez raison, en fait. Donc, c'est pour ça que là, quand il dit dont les nerfs, c'est le fameux don au début qui me gênait un peu. Alors, s'il n'y a peut-être pas de nerfs, c'est encore une fois la question du langage, il n'y a pas de nerfs à proprement dit dans le père-esprit, mais il y a, entre guillemets, le modèle organisateur des nerfs. Donc, il y a le pendant des nerfs dans le père-esprit. Mais après, est-ce qu'on peut appeler ça un nerf? Le nerf, aujourd'hui, un nerf de bœuf, on peut l'avoir, on sait, voilà, c'est constitué de matière et tout. Dans le père-esprit, c'est pas comme ça. C'est juste le moule, quoi. Je pense qu'on peut parler de double. Il doit y avoir un double dans le père-esprit de tous les organes, de tous les systèmes, qu'ils soient vasculaires, nerveux. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Oui, et puis les livres d'André Louis le disent bien, quand il dit, ou même après Edgar Cayce, qui voyait dans le père-esprit certaines anomalies en disant, attention, cette anomalie devrait même s'il n'y avait pas de maladie dans le corps, te donne une prédisposition ou peut développer une maladie dans le corps, finira par se transmettre aussi au corps. Et c'est la fameuse médecine chinoise qui traite les maladies avant qu'elles apparaissent sur le corps. Mais pour traiter les maladies avant qu'elles apparaissent sur le corps, il faut bien qu'ils les perçoivent quelque part. Et le quelque part, ça peut être le père-esprit. Ça trouve dans le centre de force du père-esprit. Les organes du père-esprit, c'est les centres de force. Et du coup, chaque centre de force va percuter dans une part, va correspondre à une part du corps. Du coup, c'est là qu'on peut traiter avant le problème. C'est ce qui fait aussi le médium là à Palmelo. Quand ils font le scanner, ils appellent scanner, mais c'est ça, ils voient les énergies, tout ça aussi. Spirituel. Après, c'est une question, encore une fois, de mots, parce que les centres de force, il y en a 10, il y en a 7, il y a le machin, le truc. 7 principaux. Non, 7 principaux. Voilà. Après, il y a plein de petites autres qui correspondent à chaque chose différente. Donc, chaque cellule du corps physique peut être liée à une monade ou à quelque chose, un pendant dans le père-esprit. Chaque cellule, quoi. Les centres de force, l'expression, elle est utilisée pour les fameux chakras. Alors ça, c'est quelque chose, André Louis en parle, Kardec n'en parlait pas du tout de ça, par exemple. Et donc, mais bon, pourquoi pas, ça peut exister. Et donc, il n'y a pas de rejet à ce niveau-là. Maintenant, voilà, ça reste à étudier par la science. La médecine chinoise aurait peut-être beaucoup de choses à apprendre. Et comme tu dis là, le scanner spirituel qu'ils font à Palmelo, oui, c'est comme si on arrivait. Ce serait bien d'avoir un thermomètre pour mesurer si on a encore la quantité de fluide vital qui nous reste. Ce serait bien d'avoir ce genre de truc. Mais bon, ça n'existe pas encore. Mais
qui sait, ça peut être développé un jour. Hein? If on a une jauge d'essence dans la voiture, ce serait bien d'avoir une jauge de fluide vital. Ah bah tiens, il m'en reste, allez, encore pendant 10-15 ans. Alors ce serait peut-être un peu gênant, hein, on n'est peut-être pas encore prêt à l'accepter, à le savoir, hein, surtout un enfant qui n'a plus que 2 ou 3 ans de vie. Hein, il y a des cas où je pense que ce ne serait pas tout à fait convenable de le savoir, quoi. Mais après, pour la médecine, pour savoir si vraiment le comateux, par exemple pour éviter l'acharnement thérapeutique, ce serait intéressant de le savoir, mais aujourd'hui on ne sait pas. Hein. André Louis dit aussi que dans le temps, notre médecine, il y a le docteur Fructueuse qui aussi dit que notre médecine, et l'autre docteur aussi que tu as déjà eu des entrevistes maintenant, ça m'a failli de la tête, il dit aussi que la médecine du futur, c'est cette médecine spirituelle. On va apprendre à travailler autrement, à pratiquer cet scan spirituel, à travailler avec le ectoplasme pour faire des chirurgies, des choses comme ça. Espérons qu'elle vienne le plus rapidement possible. Hein? Mais ça existe déjà et on pratique. Hein? Oui, oui, oui. Il y a déjà. Il faudra qu'on aille à Palmello un jour, là, parce que, comment dire, beau. Gabriel, là, qu'on a vu la semaine dernière et qu'on verra probablement encore aujourd'hui, il veut y retourner à Palmello. Hein. Oui, mais c'est super beau. C'est vraiment magique, là, un endroit. En fait, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville au Brésil, alors je crois que c'est dans l'état de Goiás, oui. qui a été créée autour d'un centre spirit. Et dans cette ville-là, vous avez 50% de la population, c'est des spirites. C'est encore différent, Charles, si tu me permets de corriger. Oui. C'est une ville qui n'existait pas dans le map il y a quelques années en arrière. Sur la carte. Et c'était sur la carte, c'est une ville qui était créée par les esprits. Du coup, c'était une famille d'agriculteurs, c'était dans le champ au milieu de rien, parce que là, dans cette champ, il y a un fluide énergétique du sol. On va dire que aussi la Terre, il y a ce centre de force, et là, il y a un grand centre de force dans cet endroit-là, qui est connecté avec des colonies qui sont juste au-dessus. Qui sont spécialisés dans des traitements spirituels. Du coup, c'est pour avoir ces effets-là, ils ont demandé d'installer là. Et du coup, c'est créé là un centre spirit dans cet endroit-là. Et après, ça venait des gens de partout où la médecine, il n'y avait plus de solutions. Et là, il y a beaucoup de choses qui, si la personne avait le mérite, étaient réussies dans la santé ou la médecine normale, conventionnelle, il ne pouvait plus faire rien. Et aussi, quand on va là en bas, il y a des points qu'on va avec une boussole. La boussole, elle reste perdue, complètement perdue. Elle tourne en essayant de trouver à cause de l'énergie qu'il y a là en bas. Ouais, c'est intéressant. Et tu vois beaucoup les esprits, tout, c'est magique. Les gens qui voient les esprits qui viennent, qui retournent et tout, c'est énorme, c'est très beau. C'est le voyage de fin d'année? Ah, pourquoi pas, ouais. Enfin bon, quand on pourra avec les Covid et les vaccins et les passes sanitaires et j'en passe, quoi. Mais on voit aussi des choses équivalentes dans les théories qui parlent de lieux telluriques. Hein. Les lieux choisis par des druides, etc. Bon, il y a plein de parallèles à ça. Et donc, en fait, on est un peu sur le même genre de choses. Alors, il y a 2 mains qui sont encore levées. Il y a celle de Christophe. Bon, oui, Charles, pour résumer un petit peu, ça rejoint un peu quand un esprit s'incarne, en fait, et que, je dis une bêtise, hein, il a fumé comme un pompier durant toute son autre vie, et du coup, il doit vivre une nouvelle vie avec des problèmes pulmonaires. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du périsprit, on lui enlève on dit, tiens, là, toi, ça va être en dysfonction pendant toute cette vie-là. Alors, ça peut être bien sûr sur les poumons ou toute autre chose. C'est le même principe que la léthargie ou la catalepsie, pardon. Alors là, tu parles donc de lésions du père-esprit qui peuvent se répercuter d'une vie sur une vie suivante? Oui, ou alors karmiquement, il y a quelque chose qu'on a mal fait dans une vie antérieure et ce qui fait qu'on revient avec un problème physique. Donc, Oui. moléculairement, comme il dit, il y a un petit module qui ne fonctionne pas.
C'est la lésion, effectivement, vient au niveau du père-esprit et se répercute dans le corps. Et puis parfois, ça se répercute dans des malformations de naissance ou des choses comme ça, tout à fait. D'accord, c'est le même On principe. a un cas, donc ce livre, alors ça fait un moment que je vous en parle, il va falloir que je relance un peu Gorette pour savoir où elle en est, parce qu'il a été vu, revu, etc. Donc je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas encore. C'est le cas d'un suicide, une suicidée qui raconte ce qui s'est passé après la mort et ce qui se passe dans son incarnation suivante et pourquoi. Donc, elle s'était suicidée en ingérant un poison qui avait donc détruit au niveau de l'œsophage, l'estomac, etc. Et donc qui a créé des liaisons sur son père-esprit et qui a fait que dans la vie suivante, elle a eu très jeune un cancer des voies digestives, elle est morte à 20 ans, tu vois. Et c'est typiquement directement la loi de cause à effet du suicide de la vie passée sur la vie suivante, qui permet justement par cette incarnation au père-esprit de drainer tous ses défauts et tous ses problèmes et faire de sorte que dans la vie suivante, le problème sera, entre guillemets, partiellement ou même totalement résolu. D'accord. Et ça, donc, c'est encore une fois le champ morphogénétique, le modèle organisateur biologique, c'est bien le père-esprit qui imprime sur le corps physique. Le corps physique, il a un patrimoine génétique, il a des gènes qui sont choisis par rapport à l'ovule, et donc c'est le bon ovule qui s'est détaché des ovaires quelque temps avant, et puis le bon spermatozoïde qui est arrivé en premier et qui donne, donc comme André-Louise l'explique bien dans Missionnaire de la Lumière, me semble-t-il, qui donne quelque part la carte chromosomique désirée par l'esprit. Donc ça vient entre guillemets de la matière, mais avec une influence périspritale aussi. Et ensuite, au moment après la fécondation, le lien du père-esprit, c'est lui qui va développer le corps. Et donc, s'il y a une lésion quelque part, ce sera une malformation de naissance. Et c'est comme ça que rien, c'est pas la malchance, tu vois. C'est la loi de cause à effet par rapport aux choses qu'on a fait volontairement dans une autre vie. Oui, la Dans ce malchance, cas-là, c'est comme le hasard, ça n'existe pas. voilà. Et après, quand tu parles du fumeur, le fumeur, il y a le goudron, la nicotine et tous ces produits chimiques qui viennent dans son poumon. Et encore une fois, comme on l'a dit au début, ça agit dans les deux sens. Donc la lésion, quand le fumeur qui bouche ses poumons, ça donne des lésions au niveau du père-esprit et il peut avoir le cancer du fumeur dans sa vie suivante, tu vois, justement pour renettoyer le père-esprit, même si dans sa vie suivante, il a jamais fumé. D'accord. Donc, pour résumer à un néophyte, on pourrait, surtout avec les enfants qui sont très fervents des téléphones portables, on peut leur dire que le père-esprit, c'est un téléphone portable haut de gamme où on pourrait mettre toutes les applications du monde, mais sur le modèle qu'ils viennent de choisir, il y a des applications qu'il ne pourra pas avoir. Par exemple, ouais. Par Ou des exemple. applications qui fonctionneront plus ou moins bien. D'accord. Ok. Merci, Charles. Alors là, le temps pour le coup, là, on est déjà à 9h36. Donc, on n'a pas tout pu lire. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a dans le reste et puis je vous laisserai le lire par vous-même. Donc, le corps n'est pas mort puisque les fonctions s'accomplissent. Une fois les liens remplis, la mort est réelle et il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Il y a la décomposition des organes. Voilà. Ensuite, vous avez quelques cas de léthargie. Donc Lazare, on en avait parlé, qui était en léthargie, dans le coma, et que Jésus a réussi à faire venir, mais il n'était pas mort. Même si des fois, je crois, il me semble qu'il parlait d'odeur ou des choses comme ça. Non, beaucoup de personnes en fin de vie, on a parfois des débuts de décomposition qui se font, etc., puisque la séparation, elle n'est pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, Jésus a réussi à le faire revenir. Ensuite, il y a la fille de Jaïr, donc c'est pareil. Tout le monde pensait qu'elle était morte et Jésus a dit non, non, elle n'est pas morte. Et puis, donc, il a aussi réussi à la faire venir. Le fils de la veuve de Naïn, donc c'est trois exemples qui sont tirés de l'Évangile. Et mort apparente, alors ça c'est quoi? Je ne me rappelle plus ce que c'est.
Ouais, bon, c'est peut-être un cas plus récent. Voilà. Et donc, vous pourrez les lire et puis ça vous donnera donc une idée. Il y a aussi un cas qui est bien connu de Yvonne Pereira, hein. Elle le raconte dans son livre Souvenirs de la médiumnité, me semble-t-il, où elle dit que elle avait aussi été laissée pour morte à un moment donné, quoi. Et elle est revenue en fait à elle. Donc elle était entre guillemets dans le coma ou en léthargie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui, hein. Alors, je suis désolé parce qu'il manque une composante qu'il faudra, quand on révisera le cours, je le ferai. C'est est-ce que léthargie, coma, quelles sont vraiment la terminologie qu'on utilise aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tenez, on peut faire l'expérience vite fait. Si on va là, voilà, on va chercher, alors, Wikipédia, léthargie, voir si ça existe. Ah ouais, ça, alors viens voir, Wikipédia, oui. Alors, comment je fais pour y aller? Voilà. Alors, vous voyez, donc le mot, en fait, existe encore, voyez, est une forme de vie ralentie, hibernation, estivation. L'hibernation, hein, c'est bien dit, hein, qui permet à certains animaux de surmonter des conditions ambiantes défavorables. Des animaux en léthargie ont des fonctions vitales extrêmement réduites, la température baisse, les battements cardiaques, etc. Une certaine quantité d'énergie est nécessaire pour accomplir ces fonctions vitales, même si elles sont réduites. Pour cela, avant de tomber en léthargie, il accumule des réserves de graisse. Donc, vous voyez, il l'utilise là pour les animaux, hein. Et ici, il dit la léthargie peut aussi faire référence à un symptôme de fatigue anormale ou d'aversion à l'activité induit par certaines maladies, blessures, médicaments ou drogues, voire asthénie. Donc, vous voyez, alors là, il faudrait voir asthénie. Donc, il y a toute une recherche à faire là pour savoir quels sont les mots qu'on utilise aujourd'hui. Donc, le mot léthargie apparemment existe encore, mais voilà. Il y a asthénie, donc de sténie et du préfixe a, affaiblissement de l'organisme, fatigue physique par extension, elle peut concerner l'état psychique, la libido ou l'intellect. C'est compliqué à faire comme étude, mais pour moi, il faudrait le faire, hein, parce que les mots, même après, on va voir si catalepsie, ça existe. Voilà, la catalepsie désigne la suspension complète du mouvement volontaire des muscles dans la position où ils se trouvent. L'attitude qui s'en dégage est celle d'une statue ou d'une mime conservant une position figée en pleine action. Oui, c'est des mots qui existent encore aujourd'hui, hein. Voilà. C'est ce que je voulais juste compléter avant qu'on termine. Mais là, bon, comme il est déjà 9h40, je vous propose vraiment qu'on termine, hein. Lisez le cours. Si vous avez des questions, encore une fois, le chat, il fonctionne encore sur le groupe Skype, le fameux groupe ESPS2. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur ce chat. Et donc, on pourra aussi échanger dans l'intervalle entre deux cours. Voilà. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient là pour nous aider dans ce cours, pour nous faire comprendre tous ces phénomènes qui sont un peu paranormaux quand même, mais aussi et surtout pour nous faire comprendre l'importance de l'âme, de l'existence, de tous ces phénomènes d'émancipation tous ces phénomènes qui nous donnent, comme on l'a vu aujourd'hui, les preuves de l'existence de l'âme, en espérant que cela puisse, avec le temps, faire basculer le paradigme de la science, du matérialisme actuel vers un paradigme plus spiritualiste. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Excellent dimanche. Merci. Faites Bonne journée à attention aux tous. orages et n'oubliez pas d'aller Merci. voter pour ceux qui le veulent. Et bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas Bonne fête à tous les papas. et à bientôt. Vous avez Bonne les journée, élections. au revoir. Bonne fête les papas. Zéro, oui, on a des Écoutez élections aujourd'hui. Ah, d'accord, l'enregistrement. d'accord. J'ai des enveloppes là, mais je ne les ai pas ouvertes encore, donc il faut que je regarde là avant d'y aller. Ah, C'est les élections régionales en fait, quoi. ah d'accord, d'accord. Voilà.
Faut couper l'enregistrement. Je coupe l'enregistrement, oui, bien vu.